Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée suite à deux questions que j'ai eues sur mes réseaux sociaux. Alors, ces deux questions, des questions qui étaient posées par Chuck sur une de mes vidéos, une de mes dernières vidéos, où Chuck me disait: Monsieur Delavier, j'ai comme vous une marotte qui est l'énergie. Nous entrons dans une phase de déplétion énergétique. Même les grandes compagnies pétrolières ne le cachent plus. Comment voyez-vous les évolutions dans notre société à haute consommation énergétique qui a produit des êtres adaptés à cela et qui maintenant doivent composer avec une énergie en baisse constante et définitive? Cordialement, Chuck. Alors, baisse constante et définitive, pas tant que ça, mais vraiment un changement radical va avoir lieu, mais pas tout de suite, mais il va avoir lieu et je vais vous expliquer pourquoi. Et la deuxième question, vous allez voir que tout est lié, c'était un certain Jojo Joe qui me disait: toi qui aimes suivre les élections, pourquoi tu ne parles pas en ce moment euh, de ce qui se passe avec Trump, Clinton, Biden, Obama? C'est primordial en ce moment, c'est ce qui va définir la France. Alors il a aussi raison, c'est primordial. Mais vous allez voir que toutes ces choses, c'est-à-dire l'énergie, cette lutte qui est sous-jacente, une lutte pour l'énergie, un changement énergétique à venir, et les élections à venir en Amérique sont quelque chose qui sont imbriqués l'une dans l'autre, qui sont intimement liés. Et tout ça est aussi lié d'une façon étroite au Covid-19 ou à la Covid-19, comme ils disent maintenant pour faire très bien, c'était le Covid-19, maintenant on dit la Covid-19 pour faire un télo à la mode, hein, c'est complètement débile, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Donc tout ça est lié, vous allez voir comme il y a une espèce d'instrumentalisation du Covid-19 dans cette grande guerre pour l'énergie et des groupes énergétiques, de ceux qui possèdent l'énergie, une grande guerre entre eux. Comme on dit, nous sommes en guerre contre le virus. En réalité, nous avons une guerre mondiale qui n'est pas qu'une guerre contre le virus, qui est une guerre des grandes puissances énergétiques qui sont en train de se faire la plus grande guerre qu'il n'y ait jamais eu, même si celle-là ne met pas en confrontation des armées de jeunes hommes qui vont se tuer pour les intérêts énergétiques de leur nation et surtout de ceux qui dirigent leur nation. Là, nous avons une instrumentalisation d'une épidémie réelle, qui est grossie, mais qui est quand même une épidémie mondiale, ce qui s'appelle une pandémie, mais qui est grossie dans le but de faire tomber un ennemi commun à certains groupes énergétiques. Je dirais groupes énergétiques plus que nations, même si certains groupes énergétiques peuvent être associés à des nations, et même si certaines nations qui rentrent dans ce combat n'ont pas d'énergie, mais participent à cette guerre énergétique. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer un peu comment va se passer l'avenir énergétique. C'est d'une façon très simple. J'avais répondu à ce garçon, à Chuck, en disant: on va doucement passer au nucléaire pour extraire de l'hydrogène, parce que le problème de l'hydrogène, c'est que c'est une énergie qui est excellente, il y en a partout, mais le problème, c'est qu'elle est dure à extraire, et pour l'extraire, il faut de l'énergie, et cette énergie, c'est l'énergie nucléaire qui est particulièrement efficace, et puis on trouve aussi beaucoup d'uranium, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie fossile, pas du tout, et on trouve justement beaucoup de minéraux qui peuvent, dans leur fission, produire assez d'énergie pour justement générer pour pouvoir extraire justement cet hydrogène qui est difficile à extraire, à décoller des autres éléments chimiques. Donc il faut utiliser l'énergie nucléaire qui produit énormément d'énergie. Et ça, on maîtrise cette énergie. Alors moi, ce n'est pas mon but, je ne suis pas un grand physicien, mais je comprends très bien les principes, et surtout les principes énergétiques qui relient toutes choses entre elles. Donc l'avenir, évidemment, c'est le nucléaire associé, qui générera justement
qui permettra d'extraire de l'hydrogène, cet hydrogène ayant comme avantage de pouvoir être stocké et utilisé dans des réservoirs, ce qui en fin de compte remplacera l'énergie pétrolière, et le gaz on va encore en avoir très longtemps, mais l'énergie pétrolière qui est une énergie qui en petite quantité peut être emmenée partout et qui peut être stockée dans un petit réservoir pour créer beaucoup d'énergie, une tronçonneuse, on n'a pas oublié d'avoir un fil, hein. Donc c'est de l'énergie que l'on peut transporter. C'est le gros problème en général d'autres énergies, l'énergie électrique par exemple, alors on peut le faire à partir du charbon, même du pétrole, hein, c'est pas le but, mais l'énergie électrique a beaucoup de déperditions que l'on ne peut pas transporter, alors à part dans des piles, mais c'est pas évident, ça ne produit pas autant. Donc l'énergie qu'on peut utiliser à partir de l'hydrogène, c'est une énergie qui est surtout très facile à transporter et qui peut être utilisée pour des voitures, pour des vélos, pour du petit matériel, ce que nous avons besoin parce que l'électricité, ça peut chauffer, bien sûr, ça peut créer de l'électricité, faire marcher nos ordinateurs, mais c'est un peu plus problématique pour pouvoir utiliser des machines, hein. C'est ça le problème, sauf si tu as une prise électrique dans le coin et des bonnes batteries, mais le problème de la batterie, c'est que ça s'use, il faut la recharger. Donc là, on a très rapidement l'utilisation avec l'hydrogène, ça remplacera le pétrole. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on va passer doucement au nucléaire hydrogène, mais il faut terminer les réserves de pétrole, hein, donc le pétrole conventionnel, alors elle commence à être passablement entamée, et les pétroles aussi non conventionnels, type gaz de schiste, sable bitumineux, pour éviter d'effondrer des pans entiers de l'économie. Donc on n'est pas terminé avec les pétroles, bien que ça réchauffe, ça participe au réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, comme je vous l'ai expliqué, peut être dramatique d'un certain côté, mais peut être aussi très positif de l'autre. Il n'y a qu'à voir l'ouverture de la route du nord-ouest au niveau arctique, hein, qui permet à la Chine d'aller approvisionner directement l'Europe et d'éviter de passer par des mers, d'éviter d'utiliser des chemins beaucoup plus longs et de faire baisser à ce moment-là les coûts de production. Surtout que maintenant, la flotte russe, associée à la flotte chinoise avec des financements chinois, produisent des tankers nucléaires, des transporteurs nucléaires qui permettront justement à moteur nucléaire de pouvoir emmener des marchandises chinoises en Europe. Donc on voit qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas abandonner tout de suite le pétrole, mais on est obligé dans un certain temps, hein. Alors oui, ce que je disais, c'était le réchauffement climatique, hein. Le réchauffement climatique qui est aussi un avantage pour la Russie, pour tous les pays du Nord, qui vont avoir beaucoup plus de terres fertiles, puisque le climat va se réchauffer, et au Nord, on va se retrouver avec la possibilité de planter dans des zones, de faire de l'agriculture, hein, et d'élevage dans des zones qui étaient avant quasiment impossibles à utiliser, à rentabiliser. Donc on a un déplacement avec ce réchauffement climatique des zones de production, on va dire énergétique, agricole, pour nourrir les hommes, et des changements climatiques énormes, mais on voit il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Alors le gros problème qui arrive, c'est qu'il y a les élections de Trump, et en vérité derrière les élections de Trump se cache la plus grande guerre énergétique qu'il n'y a jamais eu sur Terre. C'est une guerre de titans, puisque Trump, en dehors d'être un individu qui paraît grossier, vulgaire, et qui est un acteur en fin de compte, derrière Trump, il y a un homme qui a avec lui la plus grande puissance énergétique actuelle, qui se trouve être les pétroles et les gaz de schiste, qui ont été financés avant Trump, mais qui étaient en très mauvaise posture avant l'avènement, l'élection de Trump, puisqu'il y avait les pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient, qui sont, bien sûr, dont les actionnaires sont les familles du Golfe, mais qui sont en vérité possession des actionnaires de Wall Street et de la bande, c'était la bande à Clinton. Clinton est une femme de paille, bien sûr, hein. Obama aussi était un homme de paille, et derrière, il y avait tous les actionnaires de ces gaz, de ces pétroles conventionnels, pas les actionnaires des sociétés qui ont les licences d'exploitation, puisque les actions appartiennent aux familles du Moyen-Orient, de tous ces gaz et pétroles du Moyen-Orient,
qui sont en train de disparaître, puisqu'il y en a de moins en moins, mais les licences d'exploitation appartenaient à d'énormes structures d'actionnaires qui avaient investi dans les groupes qui extraient ces pétroles, qui ont les licences d'exploitation et qui étaient aussi appuyés par l'armée américaine pour forcer un peu le Moyen-Orient à s'incliner, à s'agenouiller devant la puissance de l'oncle Sam. Le problème, c'est qu'il y a deux puissances aux États-Unis, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une puissance qui a émergé, qui sont les gaz de schiste et les pétroles de schiste, qui sont des pétroles et des gaz 100% américains et qui n'ont pas besoin de ces pétroles du Moyen-Orient pour exister. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas tellement rentables parce qu'ils sont plus coûteux. Ils étaient, on va dire au début, plus coûteux à extraire et ils polluent. Alors tous les pétroles polluent, mais ils polluent plutôt directement chez Oncle Sam, chez les Américains, ce qui pose des problèmes, alors que les autres pétroles polluent en vérité, mais au Moyen-Orient ou quand c'est en Afrique, donc ça pose moins de problèmes de voir des dégâts de pollution ailleurs. Alors au Moyen-Orient, ça passe encore parce qu'il est facilement exploitable, mais en Afrique, c'est une catastrophe. Donc, il y avait une guerre entre ces deux producteurs, entre ces groupes de producteurs, puisqu'en Amérique, ça n'appartient pas à de grosses familles et derrière à des actionnaires de Wall Street qui ont les licences d'exploitation et qui prennent un gros pourcentage sur les bénéfices, mais ça appartient à des petits propriétaires terriens qui s'associent, sont très associatifs les Américains, en groupe pour, en fin de compte, à la base, financer la recherche et l'extraction. Et pour ça, il y avait eu des baisses d'impôts, ou quasiment aucun impôt au départ, pour pouvoir financer ces réserves. Et c'était en vérité une façon de rendre l'Amérique autonome énergétiquement, ce qu'elle est devenue. C'est une grande puissance, la plus grande puissance pétrolière. Elle est devenue autonome. Et le problème, c'est que c'est autonome avec du pétrole relativement cher, mais autonome. Et ce pétrole était valable quand il n'y avait pas d'imposition dessus. Le problème, c'est que les actionnaires des pétroles et des gaz conventionnels, pas les actionnaires, mais ceux qui sont actionnaires de ceux qui ont les licences d'exploitation, les actionnaires sont du Moyen-Orient, donc ceux qui sont au maximum de bénéfices, savaient très bien qu'ils allaient perdre progressivement le pétrole du Moyen-Orient, puisque celui-ci est en train de se tarir. Donc ils avaient calculé, avec l'élection de Clinton, et ça s'était déjà passé avant sous Obama, de faire remonter les prix de taxation du pétrole et du gaz du Moyen-Orient pour pouvoir justement couler ces petits actionnaires et les racheter, donc racheter ces pétroles et ces gaz de schiste par les gaz et par les pétroles du Moyen-Orient qui étaient en train de couler. Donc les actionnaires de Wall Street avaient prévu de ruiner toutes ces rednecks, tous ces pétroles qui sont sur une zone centrale américaine, qui remonte aussi un peu au Canada, toute une zone au Texas et interne, au continent nord-américain. Et ils avaient calculé de ruiner tous ces petits actionnaires, tous ces petits propriétaires terriens qui possédaient le sous-sol et qui possédaient la possibilité d'exploiter, qui avaient financé les technologies à grand coup de prêt, de les ruiner en justement réaugmentant les taxes sur ces pétroles, ce qui rendait leur pétrole à ce moment-là absolument pas rentable à l'exploitation, puisqu'ils devaient rembourser énormément de prêts, puisqu'ils avaient financé toute la technologie et toute l'innovation pour rendre ce pétrole à peu près compétitif. Donc ça s'est mal passé avec l'élection de Trump qui a derrière lui en fait l'Amérique des rednecks, l'Amérique des petits propriétaires terriens tenant ce pétrole et ce gaz non conventionnel, donc ce qu'on appelle le pétrole de schiste, pétrole de roche. Donc voilà un peu la conjoncture et ce qui s'est passé, c'est que Trump est passé, mais Trump voulait aussi, dans son élan patriotique, c'est l'Amérique, construire une grande Amérique. Alors je dois avoir la casquette ici, je vais vous la ramener, puisque c'est marrant d'avoir la casquette à Trump. Il faut ramener la casquette à Trump, voilà. Voilà, la casquette à Trump, vous voyez, je fais un peu Mario, voilà, casquette à Trump, donc Make America Great Again, avec l'accent Frenchy, horrible, donc lui, il avait prévu de reconstruire une grande Amérique, grâce à ses pétroles et à ses gaz
non conventionnels, donc gaz de schiste, pétrole de schiste, et gaz de schiste, mais c'est surtout pétrole de schiste, on va dire, hein, et de rapatrier toute une partie, en tout cas, des usines qui s'étaient délocalisées à l'étranger, et pour relancer, en fin de compte, l'emploi en Amérique, en ayant en plus l'énergie américaine. Donc tout était américain. Donc le problème, l'Amérique pouvait vivre en autarcie, et tout ça pour se faire réélire une seconde fois et maintenir cette production des pétroles et des gaz de schiste sans surtaxation qui avait été prévue par la bande Obama-Clinton, qui en vérité a derrière elle les actionnaires de Wall Street qui sont derrière les pétroles et les gaz conventionnels du Moyen-Orient, qui ont les licences d'exploitation, laissant une petite partie aux actionnaires du Moyen-Orient, mais une grande partie va à Wall Street, donc il y a tous ces actionnaires qui ont le droit d'exploitation. Donc voilà un peu ce qui se passe, et comme Trump voulait ramener en même temps la production en Amérique, hein, puisque beaucoup de production avait été délocalisée en Chine, avec les petites mains chinoises, ce qui avait permis de créer, alors il n'y a pas que l'Amérique qui avait fait ça, hein, il y avait l'Europe aussi, hein, pour avoir des produits à coût plus bas, toute une classe moyenne chinoise avait émergé, et si Trump veut ramener la production et l'Europe au passage chez elle, ça va créer d'énormes problèmes en Chine, c'est-à-dire que l'émergence d'une classe moyenne qui avait pris goût à la consommation, un peu au luxe, va se voir tomber, et on sait très bien que les révolutions, les troubles sociaux passent par une baisse de qualité de la vie des classes moyennes et pas des pauvres. Les pauvres en général, ils sont abrutis, assommés par le travail, mais les classes moyennes ont assez de puissance pour déjà faire de la propagande, monter les pauvres et accéder quand même à certains organes de presse ou à certains postes au gouvernement et créer des révolutions et des troubles sociaux, même s'ils peuvent être endigués. Donc, l'accession de Trump était très mauvaise pour la Chine, puisque elle générait une perte d'emploi et le risque de troubles sociaux, puisque l'emploi, en fin de compte, des classes moyennes en Chine n'a pas pour fonction de calmer, en fin de compte, la Chine. Les Chinois étant capables de s'organiser, de produire du riz et de faire manger tout le monde. Le travail, une des principales vertus du travail, c'est pas forcément l'innovation et la survie d'un groupe, c'est aussi occuper des gens pour ne pas qu'ils se posent des questions sur leur existence. Donc on avait des troubles sociaux qui auraient pu naître en Chine, et on a vu l'arrivée de ce Covid-19 qui tombe à point nommé. Alors ce n'est pas une invention, peut-être des laboratoires, mais évidemment, vous savez, la nature invente facilement des choses, génère des mutations qui peuvent être bonnes ou mauvaises. La frontière entre le bon et le mauvais n'est qu'une vue d'esprit, on est où c'est bon ou c'est mauvais, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, le neutre n'existant pas réellement, étant une vision de l'esprit. C'est tout le temps une oscillation entre le plus et le moins, la vie. Donc, ce qui se passe, c'est que la Chine, à ce moment-là, a utilisé ce Covid-19 pour faire des blocages géants dans le monde et créer des manques d'approvisionnement en Europe, en Amérique, créer des troubles énormes dans tous les pays occidentaux, dans le but de leur montrer que sans les Chinois, ils allaient avoir énormément de problèmes et il allait leur manquer énormément de produits en tout genre, des produits qui peuvent partir, je sais pas moi, de bassines en plastique jusqu'à des champs opératoires, des protections de champs opératoires pour les hôpitaux, ou je sais pas moi, des feux de signalisation pour les aéroports, ou du matériel pour, je sais pas moi, pour les médecins, de matériel en tout genre, qui sont des lampes, des masques, qui sont fondamentales des fois au bon fonctionnement d'une nation et qui sont fabriqués en Chine. Donc la Chine a marqué le coup pour montrer: ne faites pas une délocalisation parce que nous pouvons bloquer le monde entier en créant, en utilisant ce Covid et en augmentant un peu, comme vous avez vu à Wuhan, tout ça, en augmentant un peu la panique qu'il y a avec ça, en bloquant, eux ont les moyens de le faire puisqu'ils sont très organisés, ce sont des Chinois, ils sont capables de bloquer d'un coup leur pays, de faire repartir leurs individus d'une façon très militaire,
très mécanique, hein, à la façon d'une fourmilière, de bloquer tout leur pays et de bloquer en même temps l'Europe et l'Amérique dans leur but de leur dire, comme une salve d'avertissement, nous pouvons vous couler si nos petites mains arrêtent de produire pour vous, et nous pouvons tenir longtemps, et vous serez dans la merde. Ça, c'est le moyen de la Chine de faire pression en leur montrant qu'ils dépendent, que les pays occidentaux dépendent d'eux pour un tas de produits qui sont fabriqués chez eux. Il n'y a pas que Wish, hein, vendant ses godemichets ou ses statues ces statues un peu érotiques, ou ces slips moulant la bite, ou ces collants ouverts sur les fesses. Hein, non, ça c'est Wish, mais la Chine, c'est énormément de produits qui vont des produits pharmaceutiques fondamentaux, en passant par des produits pour l'industrie, des pièces détachées en tout genre, qui, si nous ne les avons pas, nous allons pendant quelques temps avoir d'énormes problèmes, parce que le temps de refaire toutes ces industries, c'est plusieurs années et on est dans la merde. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Donc la Chine fait pression, mais là-dessus, l'Amérique anti-Trump, c'est-à-dire les actionnaires de Wall Street, ont intérêt justement à mettre l'Amérique dans une certaine situation difficile, en agitant justement le spectre du Covid-19 qui est réel, hein, mais en augmentant, en créant une panique avec ce Covid-19 pour faire couler l'administration Trump, pour faire couler le gouvernement Trump, et aux élections, mettre Biden au pouvoir pour à ce moment-là que M. Biden ne délocalise pas en Chine, c'est sûrement des accords avec l'Amanda Biden et les Chinois, ne relocalise pas plutôt la production chinoise aux États-Unis, et que ce Covid coule les pétroles et gaz de schiste, c'est-à-dire que ce Covid coule l'administration Trump, et qu'après, s'ils sont élus, ils couleront les pétroles et les gaz de schiste non conventionnels pour pouvoir, à ce moment-là, les racheter et, enfin non, de sauver les actionnaires et ne pas couler, parce que Trump avait quand même mis un sacré coup de pied dans ces pétroles et ces gaz conventionnels. Donc, ils utilisent le Covid pour essayer de dégager Trump afin de remonter les taxes sur les pétroles et les gaz de schiste pour que les pétroles et gaz de schiste fassent faillite et qu'ils puissent, en fin de compte, les racheter, que les pétroles, que les actionnaires des pétroles et les gaz conventionnels du Moyen-Orient puissent racheter les pétroles et les gaz non conventionnels, les gaz de schiste. Donc c'est vraiment une grande guerre économique qui a lieu, et si Trump ne passe pas aux prochaines élections, vous risquez d'avoir d'énormes troubles dans le monde. Vous risquez d'avoir déjà une faillite au niveau pétrolier, des gaz et des pétroles non conventionnels, pour voir ces pétroles et ces gaz non conventionnels, donc de schiste, être rachetés en fin de compte par les pétroles et les gaz du Moyen-Orient. Donc nous avons une lutte énorme, et le Covid est utilisé pour planter, en fin de compte, Trump, en l'accusant d'une mauvaise gestion de cette épidémie, parce que, tout compte fait, la politique économique de Trump était une politique qui était favorable au travail, à l'emploi, hein, puisqu'il avait relancé, en fin de compte, la production aux États-Unis, et il avait joué sur une espèce d'autonomie totale avec Make America Great Again, une casquette qui ne va absolument pas, qui fait Mario, hein, mais voilà un peu Trump. Bon, moi, je ne pourrais pas faire Trump, parce que Trump n'a pas fait de guerre, il n'a pas tué des enfants dans des bombardements, puisqu'en ne faisant pas de guerre, on ne fait pas de morts civiles, et des petits-enfants qui ne vont pas mourir écrasés sur des millefeuilles de béton, tout simplement. Donc voilà à peu près ce qui se passe, c'était ce que je voulais dire. Alors, l'utilisation, par exemple, de la mort du pauvre Floyd est aussi utilisée pour essayer de faire couler Trump, tout ça parce que c'est une guerre énergétique, mais qui n'est pas une guerre entre des nations, bien que la Chine soit dedans, mais plutôt entre des groupes énergétiques qui sont principalement américains, et certains sont avec le Moyen-Orient et la Chine, et d'autres sont américano-américains, c'est-à-dire que le pétrole et les gaz de schiste, ce sont uniquement des Américains, et ils n'ont pas
de réseaux extérieurs. Alors là-dedans, on pourrait dire, mais qu'est-ce que fait la Russie? La Russie attend, puisque cette histoire, dans tous les cas, elle est gagnante, puisque la Russie est avec la Chine, mais elle est aussi avec l'Europe et avec Trump, puisqu'elle est avec la Chine, puisque la Russie produit beaucoup, la Russie et la Chine produisent beaucoup pour la Russie, et la Russie laisse la Chine exploiter énormément ses territoires de l'Est, puisque la Russie fournit énormément de gaz et de pétrole à la Chine. Donc ce sont des copains, mais la Russie n'est pas copain, par exemple, avec les gaz et les pétroles conventionnels du Moyen-Orient, puisque les gaz et les pétroles conventionnels du Moyen-Orient avaient comme, vente, comme ami, avaient comme cible pour vendre leurs produits l'Europe, principalement l'Europe, et la Russie a aussi l'Europe comme, on va dire, marché, et c'est tout le temps une lutte entre le Moyen-Orient et la Russie pour vendre à l'Europe leurs énergies fossiles, donc leur gaz et leur pétrole. Donc c'est pour ça qu'il y a des guerres en Syrie, et c'est pour ça qu'il y a des guerres dans toute cette région-là, puisqu'il y a des conflits d'intérêts entre la Russie et les pays du Moyen-Orient, qui sont indirectement les États-Unis. Mais bien sûr, Trump pour eux n'est pas un ennemi, puisque Trump, à ce moment-là, s'était arrangé avant pour abîmer et essayer de couler les pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient pour favoriser les pétroles et les gaz de schiste américains. Donc c'est pour ça que Trump était l'ami des Russes, vous voyez, cette espèce de billard à trois bandes, et que les Russes étaient les amis des Chinois et des Américains trumpiens et les ennemis des pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient, qui sont Wall Street et la bande à Clinton. Donc on voit que tout ça est imbriqué l'un dans l'autre, et les Russes sont les amis des Chinois et les ennemis des pétroles et gaz conventionnels, qui sont eux les ennemis à Trump, mais Trump est aussi l'ennemi à la Chine. Vous voyez, c'est une espèce de guerre mondiale pour l'énergie, tout le monde essaye d'en tirer son épingle du jeu. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est pas si clair que ça à comprendre. Les gens ne comprennent pas la plupart du temps. Ils mettent beaucoup d'émotionnel là-dedans. Il n'y a aucun émotionnel là-dedans. Il n'y a que des guerres pour l'énergie. Ce sont des gens qui calculent à 10, 20, 30 ans. Les Chinois calculent à 100 ans. Oui, ce sont des calculateurs, les Chinois. Et nous assistons, nous, à une grande guerre. Et le Covid est utilisé pour faire pression. Alors, c'est un véritable virus qui est une belle merde. Mais tout ça est exagéré pour, en fin de compte, faire tomber Trump et aussi apprendre aux Occidentaux, par les Chinois, faire tomber Trump par les pétrole et gaz conventionnels, et faire apprendre aux Occidentaux par les Chinois que les Occidentaux ne doivent pas relocaliser les productions chinoises en Europe, sous peine, on va vous montrer un peu, en vous bloquant tout et en arrêtant tout le commerce international. Les Chinois ont les moyens de le faire, et ils utilisent le Covid pour ça. Voilà, c'était Fred Delavier. Ceci dit, protégez-vous, mettez des masques quand vous rentrez à l'intérieur de bâtiments, lavez-vous les mains souvent à l'alcool, évitez de vous embrasser, d'être trop près les uns des autres, puisque vous risquez de vous infecter, puis après surtout d'infecter les vieux, d'infecter vos anciens et de voir mourir des gens qu'on aime, même si ce n'est pas la grippe espagnole. C'est quand même une belle merde, la grippe espagnole étant une grippe, donc un microbe particulièrement virulent, parce qu'il y avait eu une guerre avant ça et que les gens étaient fatigués. C'était arrivé dans un contexte économique où les gens étaient épuisés, et la plupart des gens sont morts de surinfection parce qu'en plus les antibiotiques n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc on était dans un autre contexte. Donc on n'a pas la grippe espagnole, on ne va pas tous mourir, mais c'est une belle merde. Mais même si c'est une merde, c'est encore amplifié par ces guerres pour l'énergie. Voilà, c'était Fred Delavier. Comprendra qui pourra. Je vous aime, et paix sur terre. Et puis réécoutez ça plusieurs fois, vous allez voir que j'ai absolument raison, et que tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit sur Trump, c'est produit jusqu'à présent. Ceux qui me suivent en économie savent que tout ce que je dis est arrivé. C'était Fred Delavier, à bientôt, je vous aime.